Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a 2 ans, le matin du 24 février, l'Ukraine se réveille sous les bombes. C'est la stupeur à Kiev, mais aussi dans le reste de l'Europe qui se réveille groggy avec une guerre à sa porte. 2 ans plus tard, le conflit s'enlise et le risque d'élargissement des pays de l'OTAN n'a jamais paru aussi réel. Pour nos invités, si l'attaque du 24 février 2022 a marqué un tournant, l'invasion russe de l'Ukraine est en fait d'il y a bien plus longtemps, d'il y a 10 ans déjà. Il dénonce l'aveuglement de l'Europe vis-à-vis de Poutine, un aveuglement et une léthargie qui ont mené à la situation actuelle. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Ces invités, ce sont Wallis Strauss et François Fink. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Wallis Strauss, vous êtes professeur émérite à l'École royale militaire. Vous donnez cours d'économie de défense. Et François Fink, vous êtes docteur en droit international et vous venez de publier un livre intitulé « Les empires contre-attaquent, défendre le socle laïque » aux éditions Espace de Liberté. Alors, François Fink, justement, j'ai envie quand même de réagir sur le titre de votre livre. Parmi ces empires qui contre-attaquent aujourd'hui, il y a donc la Russie. Mais la Russie, elle contre-attaque contre quoi ? Alors, elle contre-attaque ou elle attaque, disons, on peut dire, comme vous avez mentionné dans votre introduction, ce conflit a commencé il y a plus tôt. On peut mentionner évidemment l'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre donc clandestine, ou en tout cas couverte au Donbass. Mais le problème est plus profond. On vient du fait que la Russie de Poutine n'a en réalité jamais vraiment accepté la perte de son empire. Vladimir Poutine lui-même a déclaré que, à son avis, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle était justement l'effondrement de l'URSS. Et toute l'action de la Russie, au moins depuis son élection, était de tenter de reprendre le contrôle sur les pays de l'ex-URSS. Et donc il y a eu des tentatives déjà dans les années 2000 de garder le contrôle sur l'Ukraine par des moyens divers, des pressions politiques, des pressions économiques, etc. À partir du moment où l'Ukraine voulait prendre une direction... Pour prendre la direction de l'Union européenne de manière plus décisive en 2013-14, là, c'est là qu'a commencé l'action militaire et la coercition par la force. Donc on est dans un mouvement de longue haleine qui est une tentative par la Russie de reprendre le contrôle de ce qui était son empire sous différentes formes, empire russe ou URSS. Oui, donc Wallis Strauss, pour vous aussi, on est vraiment dans un mouvement de continuité. En fait, Poutine, quand il a attaqué Kiev il y a 2 ans, il était dans la continuité, dans quelque chose qui était déjà très clair dans sa tête. Absolument, j'irai même encore plus loin que 2014, quand Poutine a été désigné Premier ministre par Yeltsin en 1999. À peu près à cette période-là, il y a eu des cyberattaques contre d'autres pays, anciennes républiques de l'Union soviétique. Les pays baltes, par exemple, et en 2003 notamment, l'Estonie a été bloquée complètement pendant 3 jours. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé en Europe à s'intéresser à la cyberdéfense. Et d'ailleurs, le centre de cyberdéfense de l'OTAN a été installé en Estonie depuis lors. Mais il ne faut pas oublier non plus la Géorgie en 2008. La Géorgie a été attaquée par Poutine en 2008. Parce que la Géorgie, c'est une de ces anciennes républiques qui l'intéresse. Et je confirme ce que M. Fink disait. Il faut que les brebis rentrent au bercail. C'est un des ministres de Poutine qui l'a dit. Et d'autres pays comme la Moldavie, qui sont la première en ligne pour la suite des événements, si jamais ça tournait mal pour l'Ukraine. Donc absolument, ce que nous avons fait en Europe et à l'OTAN, pas grand-chose avant 2014. Avant 2014, on s'est indigné, on a brandi de gros doigts et c'était tout. En 2014, l'OTAN, au mois de septembre, a pour la première fois officiellement fait accepter la fameuse norme des 2% des dépenses de défense par rapport au PIB comme objectif. À l'horizon 2024, cette année-ci.
Et à ce moment-là, et on en est loin encore, hein. Oui, Enfin, en mais, tout cas pour certains pays. oui, mais en 2014, il n'y avait que 3 pays qui respectaient cette norme. Et entre 2014 et 2019, on est arrivé à 6 ou 7 pays. La Belgique s'en est éloignée encore davantage. Ce n'est qu'en 2019 que la Belgique a commencé à faire un effort. Et plus singulièrement en 2021 avec le plan STAR de Madame de Donder. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit sur lesquelles j'ai envie de revenir. La première, c'est peut-être une des choses que vous avez dites au début, c'est le fait que Poutine n'est pas uniquement dans une attaque militaire, dans une attaque armée, on va dire au sens classique du terme. On parle aujourd'hui plutôt de guerre hybride parce que vous avez cité effectivement des attaques plutôt cyber-informatiques. Il y a aussi des tentatives de manipulation aux élections dans différents pays démocratiques depuis plusieurs années. Donc ça veut dire que François Fink, ce que la Russie fait aujourd'hui, c'est vraiment une attaque diversifiée sur les démocraties occidentales. Oui, effectivement, il y a des tentatives de déstabilisation des démocraties dans le but d'affaiblir ceux que Poutine voit comme des adversaires. Ça, c'est une chose qu'il faut bien penser. Enfin, même si nous, on ne veut pas être en guerre contre personne, mais c'est Poutine qui nous désigne comme ses adversaires. Enfin, nous, dans le sens l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, etc. Enfin, les démocraties qui, quand même, veulent insister dans leurs relations internationales sur le respect du droit international. Et c'est ce qui est justement ce que Poutine veut combattre. Et pour lui, il veut un ordre international où il n'y a plus de règles, où les grandes puissances peuvent faire ce qu'elles veulent et dominer les pays qu'elles considèrent appartenir à leur zone d'influence. C'est cette vision de relations internationales, qui est un retour en arrière complet. Mais donc effectivement, pour cela, dans le but d'affaiblir la démocratie, différentes méthodes ont été utilisées. M. Strauss a parlé des cyberattaques, il y a manipulation, des choses beaucoup plus élaborées qui ont été faites depuis, comme les manipulations des élections. Le cas le plus connu, c'est 2016, les élections aux États-Unis, avec des manipulations de l'opinion publique américaine, des fake news, des accusations complètement farfelues qui ont touché le camp démocrate et la candidate démocrate de l'époque, Hillary Clinton. Qui ont leur origine en Russie, qui ont été créées par des usines à trolls, etc., russes. Oui, donc, ça veut dire aussi que quand on soutient aujourd'hui l'Ukraine, on soutient aussi ses valeurs démocratiques, des droits, des libertés fondamentales que Poutine veut attaquer. Exactement, tout à fait. Enfin, l'Ukraine se bat simplement pour une chose qui est encore plus fondamentale que ça, qui est simplement la liberté d'un pays déjà d'exister, simplement. C'est l'existence même de l'Ukraine qui est menacée par la Russie. Ça, c'est, parce qu'encore souvent, parfois on entend encore parler du conflit comme si c'était un conflit territorial, que telle ou telle région devrait être plutôt comme à l'Ukraine ou à la Russie, comme ça peut arriver. Mais là, la Russie est vraiment dans un but de détruire l'existence de l'Ukraine en tant qu'État. C'est quand même extrêmement grave. Et donc effectivement, et le conflit a commencé, est devenu de plus en plus dur à partir de 2014, à partir du moment où l'Ukraine voulait rejoindre l'Union européenne. Ce qui est fait quand même, c'est la première fois qu'un pays doit se battre et est victime d'une agression parce qu'il a voulu rejoindre l'Union européenne. Donc on est face à des choses absolument fondamentales, comme la liberté d'un peuple de décider de son avenir. Et effectivement, c'est ce que, en soutenant l'Ukraine, on soutient. Ce sont des valeurs fondamentales que nous soutenons de cette manière-là. Mais alors, vous avez déjà parlé un peu tous les deux, effectivement, de cet aveuglement. L'aveuglement, vous en parlez, François Fink, dans votre livre, l'aveuglement de l'Europe, plus largement des démocraties occidentales vis-à-vis de Poutine. Et Wally Strauss, j'ai l'impression que vous allez encore plus loin, parce que, par exemple, dans une interview à Trends Tendance, vous avez déclaré « Notre dormance nous a rendus complices des actions de Poutine et du cauchemar ukrainien ». Ça veut dire que, pour vous, l'Europe en partie est responsable de ce qui se passe aujourd'hui ? Responsable, c'est aller un peu loin, mais en effet, on est responsable de ne pas avoir réagi. On n'est pas responsable de ce qu'il a fait, on est responsable de ne pas avoir réagi à temps que pour limiter ou arrêter ces interventions-là. Il faut aussi souligner que ce que M. Fink disait est tout à fait vrai, les attaques contre les anciennes républiques soviétiques, c'était en fait une espèce de première intervention destinée à convaincre ses propres compatriotes qu'il fallait revenir à l'ancienne Union soviétique ou même à l'ancien Empire russe. Mais ça va bien au-delà. Son rêve, c'est l'Eurasie. C'est un empire eurasiatique allant de Lisbonne à Vladivostok.
dirigé évidemment par lui. C'est évidemment très ambitieux, mais bon, il a des rêves fous. Hein. Et une fois qu'il ira au-delà des anciennes républiques, ce sera l'ancien pacte de Varsovie, ça va jusqu'à l'Allemagne, hein, jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest, l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Et puis après, puisque les autres pays que nous appelons démocratiques ne sont pas des démocraties pour lui, parce qu'une véritable démocratie, c'est un pouvoir fort qui est capable de régler tous les problèmes sans devoir tenir compte de toutes les libertés individuelles que nous aimons défendre, bien sûr. Hein, et ça, Oui, j'ai envie de dire, comment expliquer cet aveuglement? Est-ce que finalement les Européens ont été trop naïfs parce qu'ils ont cru à la paix et ils ont cru à une paix durable? La chute du mur de Berlin en 89, c'était, si je reprends l'expression de 1918, c'est la der des der. Hein. Maintenant, la guerre froide, à l'époque, c'est terminé. Maintenant, c'est ce que moi j'appelle la paix chaude. Les dividendes de la paix, je m'excuse, il n'y a jamais eu de paix et il n'y a jamais eu de dividendes. L'armée belge est intervenue 5 ou 6 fois pendant la période de la guerre froide en Afrique centrale. Et depuis la fin de la guerre froide, nous sommes intervenus plus de 220 fois. Donc, paix, il faut chercher loin. Alors, notre dormance, comme je l'ai appelé, c'est justement le fait que nous avons cru que nous avions la paix et donc tous les efforts de défense, non seulement au plan financier, mais aussi au plan du matériel et du personnel, ce n'était plus nécessaire parce que nous étions en paix. Et puis, si jamais il y avait un problème, il y avait le grand frère américain qui allait venir nous sauver. Ce qui s'est avéré de plus en plus faux, évidemment, dans la suite des décennies. Oui. Vous vouliez réagir, François Fink? Oui, tout à fait. Enfin, sur cette question, les causes de cet aveuglement, il y en a plusieurs, sans doute. Enfin, l'une, c'est l'incapacité, malheureusement, en fait, des dirigeants politiques d'avoir saisi la nature du régime de Poutine. Et ça, c'est depuis le début. On dit, mais Poutine a changé, du coup, il était relativement fréquentable, et du coup, il s'est mis à attaquer l'Ukraine en 2022. Mais dès 1999-2000, il a commencé son règne en écrasant la Tchétchénie, qui était autonome depuis 1996, les accords de Khaçavurt en 1996. Et en 2000-2001, il y a une guerre absolument atroce en Tchétchénie. Et les villes Grozny ont été rasées, comme Mariupol, comme Alep d'ailleurs aussi. Ça, c'est encore la Syrie, on peut en parler aussi. Mais il a montré son vrai visage depuis le début. Il y a eu des assassinats de journalistes. Maintenant, il y a la mort, l'assassinat, on peut dire que ce soit un petit feu ou directement, ça on ne sait pas encore exactement, mais de Navalny, mais il y a eu les assassinats d'Anna Politkovskaya, de nombreuses autres personnes, de Boris Nemtsov en 2015, c'est pour ça que ces choses-là ne sont pas nouvelles et on a une incapacité à voir la nature du régime dès les années 2000, mais ce qui est vraiment encore plus difficile à accepter et à comprendre, c'est que même après 2014 encore, on a encore fait des affaires avec la Russie. En 2015, il y a eu les accords pour le pipeline Nord Stream 2. Et on a continué à faire des affaires. Des anciens chanceliers allemands, premiers ministres français ont été nommés à des conseils d'administration d'entreprises d'État russes, alors qu'on savait déjà très bien ce qu'ils étaient en train de faire. C'est vrai qu'il y a eu un aveuglement qui est difficile à expliquer. Compliqué à expliquer. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a vraiment eu une forte mobilisation pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Il y avait une espèce de majorité de la population et des politiques aussi pour dire qu'il fallait aider l'Ukraine. Et là, on a l'impression quand même que la population peut-être se lasse un peu, se désintéresse un petit peu du conflit. Le soutien paraît aussi moins évident. Hein. On sait que l'Union européenne ont dû négocier quand même durement pour continuer à aider l'Ukraine financièrement. Alors, est-ce que cette lassitude, pour vous, elle est dangereuse pour la suite? Elle est extrêmement dangereuse parce que non seulement la population, mais les partis politiques, dans les programmes des partis politiques en vue des élections, on ne voit pas grand-chose au niveau de la défense. Je ne parle pas de la défense de l'Ukraine directement, je parle de notre défense pour l'avenir. Je ne vois pas des efforts annoncés à la population. Peut-être que sur les listes électorales, il y a des candidats qui sont favorables, mais je ne vois rien paraître encore dans les programmes. Or, en Belgique, par exemple, le plan STAR a été voté in tempore non suspecto
à peu près 15 jours avant le début de la guerre en Ukraine, mais c'était un plan STAR qui servait uniquement à rattraper tout ce qui a été perdu depuis 1983 à l'horizon 2030. Or, depuis, il y a eu la guerre, donc ce qui a servi à rattraper le temps perdu n'est plus suffisant que pour pouvoir se défendre contre une éventuelle continuation de la guerre au-delà de l'Ukraine. Donc là, je suis vraiment inquiet parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce que les politiques se lassent parce que l'opinion publique se lasse, ou est-ce le contraire, peut-être les deux en même temps? Et je vois la même lassitude un peu partout, surtout que dans un certain nombre de pays de l'Europe, avec la façade est de l'Europe, il y a une certaine complaisance de la part de certains politiques vis-à-vis de Poutine. Oui, on parle d'Orban, par exemple. Par exemple, Orban admire Poutine. Orban admire Poutine. Orban a dit qu'il faut cesser d'envoyer des armements parce que c'est à cause de cela, et les munitions que nous envoyons, que la guerre continue. Or, la meilleure façon d'avoir la paix, c'est d'arrêter d'envoyer des moyens militaires à l'Ukraine. Ce qui veut dire évidemment que l'Ukraine perdra la guerre, ce sera la paix, dit-il. Je ne pense pas du tout que ce sera la paix. Alors, vous dites effectivement qu'on doit beaucoup plus investir. On vous parliez tout à l'heure du fait que les pays de l'OTAN s'étaient engagés à investir dans la défense 2% de leur PIB. En Belgique, on en est loin, on est à 1,13 officiellement 1,13. Pour 2023. Maintenant, l'OTAN va sortir dans les jours qui viennent de nouvelles estimations. Ce sera plus élevé, mais nous en serons encore très loin. D'ailleurs, nous avons promis 2% pour 2035. Mais pour vous, ça veut dire que c'est essentiel aujourd'hui d'investir dans la défense, d'investir dans l'armée. On doit se préparer à la guerre. On doit se préparer à la paix. On doit se préparer par civis pacem para bellum. Non, civis pacem para pacem. Se préparer à la paix, c'est-à-dire que nous devons défendre nos libertés constitutionnelles individuelles. Nous devons défendre, et pour défendre, il ne suffit pas d'avoir des relations diplomatiques fortes basées sur une défense faible. Si on veut être crédible, il faut avoir les moyens de se montrer crédible. Et ce n'est pas seulement le cas pour un pays, c'est le cas pour l'Europe, c'est le cas pour l'OTAN. Et parlons de l'OTAN, les relations entre l'OTAN et la Russie et Poutine en particulier ont été très particulières depuis le début de l'arrivée de Poutine au pouvoir. Je ne sais pas si on en parle maintenant. On peut en dire un mot, effectivement. Ça veut dire que les relations, quand vous dites elles ont été particulières, elles n'ont pas toujours été conflictuelles. Il y a eu des moments où il y a eu des réunions, par exemple, entre la Russie et l'OTAN. Absolument. Il faut commencer au début de la fin de la guerre froide. L'OTAN et l'Europe, d'ailleurs, se sont dit il faut éviter une nouvelle révolution en 1917 parce que le peuple russe, devenu libre, devenu transparent, s'est dit tout va beaucoup mieux maintenant, mais après 3-4 ans, tout allait beaucoup mieux au niveau des libertés. Mais au niveau du niveau de vie, ça n'allait pas bien. Et de plus en plus, il y avait des manifestations sur la place rouge avec des anciens combattants bardés de décorations qui regrettaient l'Union soviétique. Et l'OTAN et l'Europe se sont dit, il faut qu'on intervienne. On a commencé à les aider, à envoyer de l'argent pour développer leurs propres moyens de production de produits de première nécessité. Par exemple, l'OTAN a instauré un partenariat pour la paix politique où tous les anciens pays du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique pouvaient venir discuter de différents problèmes communs. Il y a eu un conseil OTAN-Russie où les deux pouvaient se réunir. Moi, je me souviens, je donnais souvent des conférences. À l'OTAN, il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français. On y ajoutait le russe en complaisance pour attirer la présence des Russes et donc établir une espèce de confiance mutuelle. En 1999, Poutine, et cela se sait peut-être pas tellement parce que cela ne s'est jamais traduit sur des rapports officiels, Poutine a demandé à Clinton si la Russie pourrait éventuellement envisager de devenir membre de l'OTAN. Et Clinton n'était pas très chaud. Il a dit, écoutez, théoriquement, c'est possible à condition de satisfaire aux
4 règles de base de l'OTAN. Et ces règles de base étaient la nécessité d'avoir un système politique démocratique avec le respect de toutes les libertés, la tolérance à l'égard de la diversité, le traitement équitable de toutes les populations, également minoritaires, et le règlement des conflits de manière pacifique. Oui, donc 4 conditions que la Russie n'était pas vraiment prête à... Poutine n'a jamais répondu. Ouais. Voilà. Donc il ne faut pas dire que l'OTAN a été dès le début un ennemi pour Poutine. La commission OTAN-Russie a continué à fonctionner plus ou moins régulièrement jusqu'en 2014. Et c'est avec l'annexion de la Crimée que l'OTAN a coupé les ponts. Ouais, donc vous n'êtes pas d'accord quand on dit qu'effectivement l'OTAN a peut-être provoqué ce qui se passe aujourd'hui. On en est loin selon vous. J'ai envie de passer sur aussi un autre sujet, François Fink. Dans votre livre, donc je le rappelle, le titre c'est Les Empires contre-attaque, publié aux éditions Espace de Liberté. Vous parlez des liens entre la Russie et l'extrême droite. Et vous nous dites, la Russie, elle soutient les extrêmes droites européennes, car selon vous, c'est quoi ? C'est un moyen de déstabiliser aussi les démocraties en soutenant cette extrême droite ? Oui, tout à fait. C'est un moyen de déstabiliser les démocraties, de favoriser des mouvements nationalistes dans les différents États membres de l'Union européenne, également aux États-Unis, dans le but de diviser. C'est le vieux principe, diviser pour mieux régner. Si l'adversaire est divisé, s'il affaiblit, il sera moins susceptible de répondre. Et c'est pour ça qu'il favorise les partis d'extrême droite qui sont... opposés à l'intégration européenne, qui veulent revenir en arrière par rapport à l'intégration européenne, qui veulent parfois même quitter l'Union européenne. Des partis aussi qui ne sont pas du tout engagés pour la défense des autres pays membres de l'Union européenne, donc en sens clairement des pays qui ne sont pas intéressés à l'idée de cette solidarité qu'on a maintenant dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Et donc c'est effectivement un moyen aussi de favoriser des partis avec lesquels qui partagent certains points communs. Il faut le dire clairement que si on prend le Rassemblement national français, par exemple, pour parler de Viktor Orban, ce sont des gens qui, fondamentalement, sont d'accord avec Poutine sur un certain nombre de choses. Alors, je ne dis pas de ceux qui veulent mener eux-mêmes des guerres, mais par exemple, Marine Le Pen était, lors d'une réunion il y a 2 ou 3 ans, a dit clairement que de son point de vue, l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. Voilà. Oui, donc elle a un raisonnement comme ça, une vision des choses. Il y a des petits pays qui font partie de l'influence des groupes, des pays plus puissants, et les pays plus puissants peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il y a la même vision du nationalisme, une convergence politique. Évidemment, le but est d'affaiblir. Et d'ailleurs, on voit malheureusement qu'il y a certains succès là-dedans. Quand on voit que Orban, par exemple, a failli bloquer, ils ont réussi à passer outre, mais quand même voulaient bloquer l'aide à l'Ukraine, que aussi les nationalistes aux États-Unis, donc l'extrême droite américaine avec Trump ou d'autres maintenant politiciens trumpistes dans le parti républicain qui ont réussi malheureusement maintenant à bloquer une importante tranche d'aide américaine qui a eu des conséquences très concrètes, comme maintenant les Ukrainiens ont été forcés de battre en retraite il y a quelques jours, par manque de munitions simplement. C'est pas par manque de courage, par manque de soldats, par manque de volonté, c'est simplement concrètement par manque de munitions. Et donc, du coup, quel impact pourrait avoir la montée de l'extrême droite au niveau européen, au Parlement européen lors des prochaines élections ? Quel impact cette montée de l'extrême droite pourrait avoir sur le conflit en Ukraine ? La montée de l'extrême droite, justement, pour avoir cet impact que l'aide à l'Ukraine sera plus difficile et qu'il y en aura moins, que ça va être tari. Juste une chose aussi, encore pour abonder dans le sens de M. Strauss, sur le fait que, encore une fois, c'est bien clair que si l'Ukraine perd la guerre, ce ne sera pas la paix. Ce sera déjà pour l'Ukraine une occupation inhumaine. Il suffit de voir ce que font les Russes dans les zones déjà occupées. Ce sont des déportations, ce sont des russifications forcées, des disparitions forcées, des assassinats. Ce sera le cas pour toute l'Ukraine, avec une volonté qui sera d'éradiquer tous les Ukrainiens qui se sont battus, qui ont défendu, qui sont engagés en faveur d'une Ukraine indépendante. Ce sera quelque chose de vraiment terrible. Mais aussi, donc c'est une occupation brutale comme ça, c'est pas ce qu'on peut appeler la paix. Mais ensuite aussi, Poutine sera seulement enhardi par son succès. Si il prend le contrôle de l'Ukraine, il contrôle déjà la Biélorussie, ensuite il pourra seulement se dire le suivant, ce sera un pays balte, je sais pas, la Pologne. Il continuera. Et donc d'où le but qui est de montrer un front uni, d'être uni et de montrer clairement qu'on n'acceptera pas. Il faut être dissuasif.
agressif, quoi. Le but, évidemment, n'est pas il s'agit d'éviter la guerre, mais pour éviter la guerre, il faut bien montrer qu'on est prêt, qu'on a les moyens de se défendre. Et qu'on ne va pas accepter d'autres agressions. François Fink, vous parlez de front uni. Or, dans l'avenir, l'OTAN sera-t-il vraiment toujours uni ? Parce que Donald Trump a quand même déclaré il y a quelques jours que si les pays de l'OTAN ne payaient pas leur dû, il serait prêt à se désinvestir et à laisser Poutine attaquer l'Europe. En gros, c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Du coup, j'ai deux questions, Wallis Strauss. Est-ce que vous croyez vraiment que Trump pourrait faire sortir les États-Unis de l'OTAN ? Et est-ce que ça ne permettrait pas finalement à l'Europe d'un peu se détacher de l'influence américaine ? 3 jours après avoir été investi en 2016, Trump avait déjà dit la même chose. Il ne l'a pas fait. Il faut aussi se dire que Trump ne peut pas tout décider non plus, parce qu'il y a une loi qui a été votée entre-temps au Congrès américain disant qu'on ne peut pas quitter l'OTAN sans, je crois que c'est une majorité de 3/4 des votes au Congrès. Et il faut aussi se dire qu'au Pentagone, tous les militaires ne sont pas des trompistes. Et donc, ils ont freiné des 4 fers durant la présidence de Trump en tenant compte de bonnes relations avec les autres pays de l'OTAN. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais évidemment, il peut faire très mal. Il peut décider d'envoyer des troupes en Asie, au Moyen-Orient, mais plus en Europe. Ce n'est pas Trump qui a commencé avec ça, c'est Obama. Obama, en 2013, avait décidé et avait déjà fait retirer des troupes d'Europe vers l'Asie. Il est revenu un peu avec tous les attentats terroristes en 2014-2015, mais enfin bon, eux avaient déjà considéré que l'Europe devait prendre en main sa propre défense davantage que ce n'est le cas. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, et évidemment, j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, les meilleurs discours depuis 2014 pour augmenter l'effort de défense en Europe ont été ceux de Poutine et de Trump. Alors, j'ai juste envie de vous poser une dernière question, François Fink, avant de nous quitter. Dans votre livre, donc Les Empires contre-attaquent, vous parlez évidemment de la Russie, mais en fait, ce que vous montrez, c'est que ce qui se passe en Russie, ça se passe aussi dans d'autres pays. Il y a d'autres empires, comme la Chine, par exemple, qui sont prêts à s'inspirer un peu de ce qui se passe avec Poutine en Russie. Oui, effectivement, il y a différentes puissances, des puissances révisionnistes, des empires sont un petit peu pour le même plus imagés, mais des puissances révisionnistes qui veulent révisionnistes parce qu'elles veulent revenir sur le statu quo territorial. Donc, effectivement, on a la Chine qui observe tout ça de très près, le régime chinois qui veut reprendre le contrôle de Taïwan. Enfin, prendre le contrôle de Taïwan, que ce soit de manière pacifique ou militaire, ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il y a effectivement différentes puissances, et aussi, c'est un mouvement de fond qui est dans différents pays. On voit aussi, d'ailleurs, pas seulement en Chine ou en Russie, on a parlé de Trump aux États-Unis, on a des mouvements du même genre en Europe. Il y a effectivement un conflit, plus largement politique, entre des mouvements nationalistes, des puissances nationalistes qui ont une vision extrêmement, brutale, une vision vraiment de relations internationales. En force d'un certain conservatisme nationaliste. Un certain conservatisme, une vision de relations internationales basée surtout sur la force, un mépris pour le droit international. Je parle un petit peu de l'approche russo-chinoise du droit international, les Russes et les Chinois ont produit un document commun dans lequel ils analysent, dans lequel ils proposent une remise en question du droit international, disons habituel, qu'on connaît, qui est basé, ce droit international basé sur le respect des frontières, le respect de l'indépendance des États, etc. Et effectivement, donc c'est une vision de fond, quoi. Merci beaucoup en tout cas vraiment à tous les deux d'avoir refait un point, on va dire, sur ce conflit et sur cette invasion qui date d'il y a 2 ans, mais on voit qu'en fait ça date d'il y a bien plus longtemps. Je rappelle donc François Fink, votre livre Les Empires contre-attaquent, défendre le socle laïque, publié aux éditions Espace de Liberté, et Wallis Strauss, donc vous êtes professeur émérite à l'École royale militaire. Merci beaucoup à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Je vous en prie.